Merci pour votre présence cet après-midi. C'est notre deuxième séance, en fait, de la journée. Et il va en avoir une autre tantôt, à 4 heures. Donc aujourd'hui, en fait, cette session-ci va être beaucoup consacrée à l'aide médicale à mourir. On a deux conférenciers, deux conférencières, en fait, des membres réguliers du RQSPAL qui vont vous présenter, ils vont vous parler pendant une demi-heure. Puis par la suite, on va avoir des présentations d'étudiants et d'étudiantes, 10 minutes en rafale. Donc, les premières présentations, il va y avoir environ 25 minutes de présentation suivies de 5 minutes pour interagir les commentaires. J'invite les personnes en ligne aussi à soumettre des questions pour que je puisse les relayer aux conférenciers et conférencières. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Melissa Henry. Melissa est professeure en fait à l'Université de McGill et elle va nous entretenir l'aide médicale à mourir au Canada, une recension de la portée sur les concepts de la souffrance. Merci. Hello, welcome to Montreal. I'll be presenting in English. I could have presented in French, but I'll be presenting in English today. So today I'll be presenting some work that we did over many years now on a scoping review on the concept of suffering and how it's covered in the scientific literature and on the gray literature. So all clinical practice documents in the provinces of Quebec, Ontario, and British Columbia. So there are no conflicts of interest to declare, but of course this is a contentious topic, and so we try to stay neutral in our assessment of the literature and in my practice as well as a psychologist at the Jewish General Hospital. The funding, there was funding provided for this study by the Quebec Research Network on Palliative and End-of-Life Care and from the Center for Research and Intervention on Suicide, Ethical Issues, and End-of-Life Practices. So at the conclusion of this presentation, participants will be able to hopefully understand how the Canadian scientific and gray-made literature consider the concept of suffering in terms of its definition, assessment, and management. And all CanMed competencies are relevant to this presentation. Et que toutes compétences sont pertinentes à cette présentation. So medical assistance in dying Donc, has been l'aide à legal in mourir Canada est since 2016. légale au pays Made depuis eligibility criteria in 2016. Canada are to be On eligible peut être for health éligible services, to pour be des at services least de 18 santé years depuis old and pour mentally avoir au moins competent, 18 ans have et a être, grievous and irremediable medical condition, at least until recently, make a voluntary request from aid that is not the result of outside pressure or influence, and give informed consent to receive aid. Many eligibility criteria are challenging to assess, especially unbearable suffering and providing informed consent. A person can receive aid if their suffering cannot be relieved under conditions that they consider acceptable, and if they have provided informed consent after receiving all information about remaining treatments, available options to receive suffering, including palliative care. So according to the 2022 annual report, made requests are motivated by a combination of different levels of suffering, physical, but also mostly psychological, existential, and social issues have been mentioned by patients. So in this report, what we see is that there's an overwhelming proportion of patients who are suffering from a loss of ability to engage in meaningful activities. They are requesting MAID because they have also had a loss of their ability to perform activities of daily living. They have inadequate control of pain or concerns about pain in the future, a loss of dignity, pain and other physical symptoms, either real or anticipated, a sense of being a burden on other people, loss or fear of control of bodily functions, and a sense of isolation. So while evidence-based interventions to relieve suffering exist in palliative care and in psychosocial oncology, it was unclear how suffering was addressed and assessed and made within the Canadian context, and there was no scoping review on the topic that existed in Canada before this one.
So the aim of this project was really to understand how the concept of suffering is approached within the Canadian-made gray and scientific peer-reviewed literature. And more specifically, we wanted to ask, how is suffering defined? How is a patient's suffering assessed? And what interventions are recommended to relieve suffering within this particular context of a request for MAID? And along line, the trajectory also of MAID, of course. So we used the preferred reporting items for systematic reviews and meta-analysis for scoping reviews. The project was registered on Open Science Framework, and the gray literature comprised of all provincial, district, and local level health agencies' guiding documents in Quebec, Ontario, and British Columbia. The scientific literature included 6 databases: PubMed, PsycInfo, CINAHL, Hein Online, and Basin Cochrane Library. And the articles that we included needed to present Canadian data, were written in French or English, included a scientific methodology, were published since 2016, peer-reviewed, and discussed the concept of suffering. We did not include opinion articles on the topic of MAID. So again, the gray literature included all health and social services centers, associated regulatory bodies and organizations in Quebec, Ontario, and British Columbia. So these documents were public or internal documents. They included guidelines, policies, regulations, and practice aids. And the inclusion criteria were again published since June 2016, and documents needed to be produced by organizations with a regulatory role over the practice of MAID. So finally, we contacted many different networks and healthcare institutions, and really all the different hospitals in these different regions of these 3 provinces. And we collected 512 documents for the gray literature. And for the scientific literature, we analyzed 570. We analyzed it using NVivo and a two-rater coding methodology with strong inter-rater reliability, and a thematic analysis was used with regular research team discussions. So the scientific literature, well, on the 570 documents that we collected, 75 covered the theme of suffering for 13% of articles, and mostly they were qualitative and cross-sectional studies. For the gray literature, 67 documents out of 512 covered the theme of suffering for 13%. And mostly, these were documents that were produced in the province of Quebec. So what about the results? So how is suffering defined, and how is a patient's suffering assessed? So there were 7 sub-themes to our analysis. The first one was the vague legislative framework. So the Canadian Supreme Court's definition of suffering emphasizes constructs of illness, disease, disability, and state of decline. This definition was criticized by the scientific literature for being non-operationalized and difficult to apply in clinical practice. Of course, the legislation is not intended to guide practice, so these are why clinical practice documents are there, and so it's understandable. But there were a certain amount of scientific literature articles that, and this is a quote, the law requires patients to have a grievous and irremediable medical condition, which must be incurable, causing patients continuing intolerable physical or psychological suffering that cannot be relieved under conditions they consider acceptable, and leading to an advanced stage of irreversible decline capability, with their natural death being reasonably foreseeable. However, this language is vague and open to interpretation, leaving gray areas for practicing physicians to deal with. So the second theme was that suffering is biopsychosocial, and it can be transient and future-oriented. The gray literature and scientific literature both define suffering as multidimensional, in keeping with the biopsychosocial
framework, suffering goes beyond the accumulation of symptoms. It's a function of person context. It's driven by a person's beliefs, values, relationships, and prior experiences. Suffering is described mostly as transient and future-oriented also by certain aspects of the literature, as a temporary despair in response to stressful events within the disease trajectory, and as part of fear of future suffering or near death, or a hypothetical exit plan motivated by an intention to maintain control and safety over uncertainties such as functional loss, institutionalization, physical symptoms, and dying. I don't think I will have the time to read the quotes, unfortunately, because it will make the process a bit long. So I will skip them. But yeah, so it's basically having to do with a fear of the pain worsening or of other physical symptoms and of the process of dying, and many fears around this, and also the concept of total pain. So it's really in accordance with our practice also in palliative care and in oncology. Suffering is compounded by system lacunae. So the scientific literature describes the search for control over future suffering as compounded by poorly coordinated care, an abrupt transition between curative and palliative care goals, lack of access to palliative care, specialists and community resources. These systemic factors alongside principles of conscientious objection, which also influence suffering in our patients, inequitable access to palliative care and COVID-19 are thought to be contributing to clinician hesitancy to provide MAID. And this also compounds distress in patients, as described by the literature. Considering the practice's novelty, the principles and eligibility criteria for MAID may also not be fully understood by patients and proxies, which also can influence the distress in the patients requesting MAID and in staff. The fourth theme was that suffering is often remediable, yet challenges persist in end of life. So specialists considered most causes of suffering, some specialists considered most causes of suffering as remediable and discussed the importance of specialist involvement to provide adequate alternatives to suffering. Notably, these were neurologists and psychiatrists. Mental health and neurocognitive disorders were identified as challenging. Judgment impairments associated with psychiatric conditions were defined as potentially bringing patients to request MAID and refusing alternatives such as pain control. There was a suggestion of systematic assessment of depression as it may be underdiagnosed. And there was the importance of distinguishing between MAID and suicidal ideation that was discussed, as well as the importance of exploring underlying social determinants of health, which were thought to compound distress, and explore social context as part of the assessment of MAID requests. The fifth theme was assessing the suffering. Assessment of suffering is intersubjective. So the suffering in the Gray literature was considered to be intersubjective, meaning that it depended on the clinician assessor's perspective, expertise, experiences, and values in the interpretation of the patient's suffering. So there was a fair number of discussion about how important it is to be self-reflective in people's practice, and there was an emphasis also on decentering and withholding judgment as part of the process of better understanding of the patient's suffering. The sixth theme was the scarcity of objective tools. So there were few objective tools that were suggested for MAID evaluations, with some symptom-based checklist in the Gray literature. The Gray literature briefly mentioned the Edmonton System Assessment the Edmonton Symptom Assessment System to rate symptom burden without reference to guidelines. Functional status indicators such as the Clinical Frailty Scale and the Palliative Performance Scale were suggested by both literatures to assess frailty prognosis, caregiver burden, and predict an imminent loss of capacity.
but there were no other measures suggested to assess suffering nor pain in both the Gray literature and the scientific literature. The scientific literature studies highlight the perceived needs of clinicians in having standardized assessment templates as part of the MAID evaluation. So here, what was surprising to me is that there was no mention of assessing depression using any known psychometric tools. The theme number 7 was the need for additional clinical training and guidelines. So in the scientific literature, the majority of clinicians specialized in treating progressive neurological diseases emphasize the need for evidence-based training modules and guiding principles for the practice of MAID. Considering the ambiguous eligibility criteria, its novelty, and the specialized nature of addressing suffering. In the Gray literature, there are some training modules for MAID that are offered to clinicians through national professional organizations, and we found that while they provide a comprehensive overview of MAID context and eligibility, there's limited training material regarding the practical evaluation of a MAID request, especially when it relates to assessing and addressing patient suffering. So I know that University of Toronto, with the Association of MAID Assessors and Providers, have developed a curriculum for MAID assessors and providers also that is much more thorough in terms of addressing these issues of suffering. What interventions are recommended to relieve suffering? There were 2 sub-themes: the multimodal management of suffering and the constraints of contextual factors in providing care. The first theme, the multimodal management of suffering, there was suggestion of the use of active listening and therapeutic presence as key skills to manage suffering, outlined in the Gray literature and the scientific literature. The Gray literature encouraged use of pharmacological, psychosocial, and spiritual interventions and referred to the biopsychosocial model to provide relief of suffering, but there was no real interdisciplinary integration. The Gray literature suggested integration of psychosocial and palliative care services and focuses on the management of physical suffering by discussing opioid prescription and palliative care protocols, as well as specialized pain management techniques. There were no other interventions mentioned for the psychosocial and existential domains, and no reference to clinical practice guidelines. The second theme is the constraints of contextual factors in providing care. So in the scientific literature, factors impacting the management of suffering at end-of-life care at end of life included the paucity of training and practice guidelines and limitations of the clinical environment in terms of time, funding, personnel, and segmented care. Discrepancies were seen geographically between tertiary centers and community rural settings. And in fact, the Gray literature, so the clinical practice documents mentioned the limited personnel resources to address suffering. So both the Gray literature and scientific literature identified a problem-solving bias in palliative care and end-of-life care, underlying a fixed approach some clinicians may fall into in response to the unmanaged distress of patients rather than reorienting care towards a palliative care lens. So those were the results. In terms of limitations of the study is the first scoping review on suffering within the MAID context, but it is limited to clinical practice documents, and of course it doesn't capture the actual practice of MAID assessors and providers and the whole palliative care within the continuity of care that a patient receives throughout their disease trajectory. A study is underway to better understand practices and educational needs of MAID assessors and providers. For the Gray literature, documents were retrieved from provinces of Quebec, Ontario, and British Columbia, and of course, not all provinces, including the Maritimes. The Maritimes were not included, so it doesn't represent what would be covered in these documents. So for discussion points, how is suffering defined? Well, the definition of suffering, as I've mentioned before, is in keeping with the biopsychosocial model and literature on total pain.
There is an opportunity, I believe, to further integrate recovery-oriented approach to suffering, as well as the WHO International Classification of Function, Disability, and Health, with a focus on adjusting to the disease. The MAID field, of course, is open for MAID evaluators and providers to define their own practice on an individual case-by-case basis, with its inherent susceptibility, I think, to unequal standards of care. There are associations, though, and there's a lot of different, training and different opportunities for support of MAID assessors and providers. But still, I think there's a lot to do in terms of integrating these things into clinical practice documents. And aligning that with an educational curriculum, and potentially also with working with getting some data on palliative care indicators and quality indicators in MAID practice integrated into our Canadian data system. So there's a need to further integrate also issues of diversity, cultural influence, and access to care in low resource settings, because these themes did not appear in our scoping review. Screening for, how is suffering assessed? Well, screening for distress and further assessment tools could potentially be more comprehensively covered in MAID practice documents in light of the psychosocial existential nature of suffering underlying a lot of these MAID requests. The literature has restricted evaluation to physical and functional components, with a lack of suggested measures for psychological distress in areas, for example, of depression, demoralization, dignity, social isolation, and loneliness, which we know are also related to these requests. There's also only a scarce attention to suicidal ideation. We know that patients in oncology are at increased risk for suicide in general. And a distinction between a request for MAID and suicidal ideation has been discussed in the scientific literature, but it's not mentioned in the gray literature. So there's a need perhaps for suicide prevention guidelines in end of life. And we know also that patients who request MAID and are denied MAID may be at increased risk for suicide. So there may be a need for further discussion about those issues as well. An educational curriculum that goes beyond the strict evaluation of eligibility criteria is needed, in keeping with a psychotherapeutic practice rather than an administrative practice. And again, all these things are being done, but not captured necessarily in the scoping review that we did. In terms of how suffering is addressed, pharmacology for pain, anxiety, and depression, psychotherapy, and palliative care modalities are mentioned, but not necessarily with a clear embedment and interdisciplinarity within the MAID trajectory of care. There's no mention of clinical practice guidelines for management of symptoms, and we have ample amount of those. The stigma versus vis-a-vis opioids, mental health, and palliative care is well documented in the scientific literature. Specific interventions to address them have been also suggested, such as psychoeducation, integration of patient representatives, a recovery-oriented approach, and perhaps the gray literature should elaborate more on addressing refusal of options, including stigma, and how that's addressed in practice. And then finally, Health Canada's annual, of course, integrating palliative care early on in the trajectory of care is always important. And so also is to address optimally the transition between curative and palliative care, which is not always straightforward, especially when people are suffering and families. So as a follow-up, we've taken these results, and we've gotten a CIHR planning and dissemination grant, which was and also with this grant, and also with funding from RQS PAL, we conducted a pan-Canadian meetings on the topic of suffering in MAID, which I could present in an ulterior moment, but we're working on the report. The report has been finalized. Health Canada was involved, and CIHI, our data
system here in Canada, and it was very a fruitful thing with many different organizations. The Canadian Medical Association was there, and all the different associations representing all the areas of physiotherapy and occupational therapy, spiritual care, and psychology, psychiatry, etc. And then we also had the palliative care community, and we had the MAID assessors and providers. It actually went quite well, surprisingly, and there'll be a report coming up soon about that with different axes in terms of research priorities and clinical practice document changes that were discussed. And we're also conducting, as I said, a survey of MAID practices and educational needs around suffering, which is also funded by RQS-BAL and CRISE in partnership with CAMAP, which is our organization, the Canadian Association of MAID Assessors and Providers. And with University of Toronto, Madeline Lee and Rachel Green, who are very involved in this as well. So thank you. We want people to be whole, and so that's what we're working towards. And we want to address total care and the total person in all aspects of care. Merci, Mélissa, pour cette présentation. On va prendre des questions. Vous pouvez les poser en anglais ou en français, comme vous le voulez. Je n'ai pas de questions présentement en ligne, mais j'invite les gens en ligne aussi à poser des questions ou l'écrire. Je vais la partager avec notre conférencière. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Il y a pour les personnes à l'intérieur, il y a 2 micros là, à chaque côté. Oui, Bruno. Un peu d'exercice. After your review, do you think that palliative MAID should be part of palliative care, or it should be different doctors and different team? Because it's like I do not expect everybody that do MAID be professional in palliative care, and palliative care is a process, while MAID is an interventions. So I want your opinion on that. That's a good question. It's a contentious question. And there are different ways, I think, of thinking about it. There are people, I think there are institutions where palliative care is more integrated with MAID, and then there are other institutions where they're more apart. I certainly think that there's a place for palliative care within the context of MAID, because suffering is suffering, and we need to address it optimally. We have many different evidence-based practices to address different issues, and those absolutely need to be integrated. So I guess that would be my response. And I think that there's a lot of commonalities in both, MAID practitioners and palliative care physicians, and I think, basically we all want to work towards a similar goal. Yeah. Hopefully. Merci, Mélissa. C'est vraiment excellent et courageux d'aborder un sujet pas facile à cerner. Hein. C'est extrêmement difficile à cerner. Moi, ça fait 30 ans que je travaille en psychiatrie, onco et soins palliatifs, et ça reste quelque chose qui est très difficile. Et ce que je me rends compte, en fait, entre autres pour l'évaluation de la souffrance, là, pour l'aide médicale à mourir, c'est que de toute façon, on prend tout simplement at its face value ce que le patient dit, tout simplement. Et ça ne va pas plus loin que ça. Je me rappelle un cas récemment avec une dame, 80 environ, qui avait une maladie bénigne, qui était bien, qui était très agréable, aucun trouble anxieux, aucun trouble d'adaptation, mais qui disait qu'éventuellement, elle ne voulait pas faire d'autres complications. On faisait des diverticulites pour que ça nuise à ses enfants. Donc, elle voulait. Puis, évidemment, le médecin qui est venu évaluer pour l'aide médicale à mourir a dit une souffrance intolérable, donc qualifie très bien pour. Alors, si on voit ça, on voit autre chose. Alors, c'est très subjectif, mais tu penses qu'on va pouvoir en arriver à autre chose, un peu, avec ta revue de la littérature, à autre chose que ça? Parce qu'en pratique,
moi, c'est ce que j'observe à tout le monde. Et dans le quotidien, là, j'ai vu beaucoup. Évidemment, il y a de la souffrance extrêmement importante, presque de la souffrance liquide, comme on dit, tellement c'est fort. Mais on ne peut pas juger de la souffrance, je suis d'accord, évidemment, je suis psychiatre, mais quand tu vois une dame comme ça qui est relaxe, c'est plaisant de la voir, là, d'en retourner, c'est très agréable, on discute de choses et d'autres, mais quand tu es évalué par l'aide médicale à mourir, c'est souffrance inacceptable, intolérable, et elle est admissible à l'aide médicale à mourir. Je ne sais pas si tu penses, après ta revue de littérature, qu'on va pouvoir se sortir de ça, ou ça va toujours rester un peu comme essayer de définir qu'est-ce que c'est l'amour. Ça va toujours être difficile et évasif, je crois. C'est une bonne question aussi. C'est pas évident la question de la souffrance, je trouve. Parce que la souffrance est tellement multidimensionnelle. Puis si on travaille, parce que je suis psychologue aussi, donc ça c'est mon... fait que je suis une championne de la psycho-oncologie. Mais si on pense à la souffrance de la personne, c'est pas toujours ce que le patient apporte. Puis quand on ouvre la boîte, puis on a aussi les outils pour le faire, on découvre qu'il y a toutes sortes de différentes nuances, de différents niveaux de la douleur dans le contexte de la personne, puis son contexte de vie, puis d'histoire de vie. Donc, puis ça, je pense que on entre dans une sphère de contexte psychothérapeutique. Donc, c'est quand même assez spécial comme situation parce qu'il y a une personne qui souffre, on sait qu'il y a une multidimensionnalité de son expérience, mais on a aussi des médecins qui pratiquent l'aide médicale à mourir. Donc, dans un certain sens, est-ce que les gens sont bien équipés à faire l'évaluation de la souffrance dans cette complexité-là? Je ne sais pas. Je pose la question parce que, selon moi, il faut vraiment avoir un training particulier en psychothérapie. Donc, dans plusieurs cas, peut-être que c'est correct, mais dans d'autres cas, je ne pense pas que c'est tout à fait correct. Mais ça, c'est mon opinion. Il y a plusieurs opinions. Puis aussi, il y a la question des ressources. On n'a pas les ressources pour nécessairement, optimalement, pratiquer dans cette sphère-là. Puis il y a aussi le stigma, je pense, par rapport à la consultation en santé mentale. En tout cas, je pense que c'est le plus la santé globale, là, mais... Je suis désolé pour les deux personnes qui voulaient poser des questions. Je vais vous inviter à interpeller Mélissa tout de suite après, étant donné qu'il faut respecter l'horaire le plus possible. Merci, Mélissa, pour cette excellente présentation. Et puis, c'est agréable parce que les derniers dires de Mélissa parlaient de santé mentale et c'est exactement vers là qu'on s'en va. Bon relais, excellent. Donc, la seconde présentation, c'est Isabelle Marcoux qui va la faire. Isabelle, elle est professeure à l'Université d'Ottawa et elle va nous entretenir sur une étude transversale sur l'acceptabilité de l'aide médicale à mourir. Qu'en est-il dans le cas d'un trouble mental? Merci, Isabelle. Alors, merci François. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? OK. Bonjour tout le monde. Bon après-midi. Je suis contente d'être ici. D'autant plus que cette présentation, c'est une présentation que je devais faire au Congrès ici il y a 2 ans. Mais le Congrès est annulé. Et quand il y a eu un nouvel appel à communication, je me suis dit, ça reste vraiment d'actualité encore après 2 ans, sinon plus. Alors, ça me fait plaisir d'être ici pour vous parler d'un projet de recherche sur lequel j'ai travaillé avec quelques étudiantes qui m'ont aidée dans ce petit projet. Donc, c'est en même temps en toute humilité que je suis ici pour vous présenter les résultats de cette étude. C'est plus l'idée
d'amorcer ou d'aborder une réflexion, une vision peut-être un peu différente là, du sujet. Donc, je suis consciente que c'est quand même déjà de parler d'aide médicale à mourir dans un congrès sur les soins palliatifs. Ça fait quand même longtemps que je travaille sur le sujet et j'ai été longtemps refusée pour venir présenter sur, à l'époque, on parlait d'euthanasie, mais pour venir présenter dans les congrès de soins palliatifs. Mais bref, j'ai persévéré à travers le temps. C'est toujours un sujet qui m'intéresse, qui m'interpelle et qui est très important. Alors, juste pour être sûre, je pèse juste sur le vert. OK. Alors, je n'ai aucune affiliation financière ou autre avec un organisme à but lucratif ou non lucratif. Et les objectifs d'apprentissage pour cette présentation, donc comparer à la fin, les participants vont être en mesure de comparer les attitudes concernant l'aide médicale à mourir dans le cas d'une maladie grave et incurable à celles dans le cas d'un trouble mental et d'identifier les facteurs potentiellement explicatifs de ce changement d'attitude ou non face à l'aide médicale à mourir selon la condition du patient. Alors, je suis allée justement changer ma présentation pour rajouter cette diapo avant de présenter parce que j'aime toujours m'assurer qu'on parle tous le même langage. Bon, j'imagine que la plupart d'entre vous sont du Québec, du Canada, donc vous connaissez quand même ce que veut dire l'aide médicale à mourir, mais il y a des gens aussi d'autres lieux, donc juste pour s'assurer qu'on parle tous le même langage. Donc, petite distinction entre l'aide médicale à mourir au Québec et au Canada. Donc, au Québec, l'aide médicale à mourir, donc il existe un type d'aide médicale à mourir qui est défini comme un soin consistant en l'administration de médicaments ou de substances par un médecin à une personne en fin de vie. Ici, fin de vie, vous devriez voir une petite barre, un petit trait, et je vais l'aborder tout de suite après, à la demande de celle-ci, dans le but de soulager ses souffrances en entraînant son décès. Tandis qu'au niveau canadien, il y a deux types d'aide médicale à mourir qui consistent soit à administrer directement une substance qui cause la mort, telle qu'une injection d'un médicament. Donc, on parle d'euthanasie volontaire là, dans la littérature scientifique internationale, ou donne ou prescrit un médicament qui est auto-administré afin de causer la mort. Donc, qui réfère au suicide médicalement assisté. Donc, juste pour mettre en contexte un peu, puis vous justifier l'intérêt de ce petit projet-là. Donc, il y a eu le changement des lois, le changement, la légalisation, en fait, de l'aide médicale à mourir, qui fait partie, en fait, d'une loi globale concernant les soins de fin de vie. Donc, ce n'est pas qu'une loi sur l'aide médicale à mourir, mais c'est l'aide médicale à mourir constitue une des pratiques qui est encadrée par cette nouvelle loi-là. La loi est passée en 2014, mais étant mise en application, donc entrée en vigueur en 2015, suivie par un changement aussi des lois au niveau fédéral, donc suite à l'affaire Carter, qui a permis de modifier le code criminel pour permettre l'aide médicale à mourir. Donc, dès le changement des lois, il y a déjà eu à ce moment-là des discussions, des réflexions quant à l'acceptabilité de cette loi-là en fonction des critères d'admissibilité, les critères qui étaient émis dans la loi, parce que certaines personnes se sentaient exclues, considérant qu'elle rencontrait en fait l'ensemble des critères, sauf certains, et le critère qui a été le plus critiqué étant celui de la fin de vie, donc pour la loi québécoise, et de la mort raisonnablement prévisible dans le cadre de la loi fédérale.
Donc, à partir de 2017, il y a eu une contestation qui a été faite par, en fait, Jean Truchon et Nicole Gladu, deux personnes atteintes de maladies neurodégénératives, donc en fait, qui voulaient se prévaloir de l'aide médicale à mourir, mais qui ne rencontraient pas le critère de la fin de vie ou de la mort raisonnablement prévisible, et donc ont contesté la loi sur la base de ce critère en disant qu'il était discriminatoire, et donc se sont basés sur la loi de la Charte des droits et libertés. Et donc, il y a eu donc en 2019 un jugement favorable qui a été rendu suite à cette poursuite qui a été faite, cette demande. Et donc, Jean Truchon et Nicole Gladu ont, au moment du changement de la loi, donc qui n'est pas entrée en vigueur tout de suite, ont pu avoir une exemption pour recevoir l'aide médicale à mourir d'ici à ce que la loi soit mise en application. Et cette mise en application-là de la nouvelle loi, en fait, sans le critère de la fin de vie, de la mort raisonnablement prévisible, donc a été retardée aussi en raison de la COVID. Et donc, suite à ce changement-là, il y a eu différentes discussions par rapport à des situations pour lesquelles, déjà, avec le changement de la loi, on sait que ce n'est pas un sujet qui fait non plus l'approbation globale. Ce n'est pas tout le monde nécessairement qui est d'accord avec ça. Mais disons que la majorité des gens, plus dans les cas de fin de vie, donc étaient plus favorables. Mais là, en enlevant le critère de la fin de vie, donc ça ouvre justement les possibilités à d'autres types de conditions, de situations, dont entre autres celui des troubles mentaux, comme étant la seule raison médicale invoquée pour accéder à l'aide médicale à mourir. Étant donné que les personnes, s'ils remplissent l'ensemble des autres conditions, des autres critères, étant donné que l'élément de la fin de vie n'est plus présent, donc ils ont cette possibilité d'y avoir accès. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais juste ici pour vous montrer comment est-ce que ce sujet-là, justement, des troubles mentaux, de l'aide médicale à mourir et du lien aussi avec le suicide. Donc, tout à l'heure, Mélissa vous en a parlé un peu, justement, des liens avec les idéations suicidaires. Donc, ce n'est pas d'hier qu'il y a ces réflexions-là. Même au début, quand il y a eu les travaux de la commission, donc l'Association québécoise de prévention du suicide avait quand même essayé de conscientiser à justement au fait des différences, des distinctions ou des liens qu'il pouvait y avoir entre l'aide médicale à mourir et le suicide, et notamment chez les personnes qui ont un trouble de santé mentale, sachant que la majorité des personnes qui vont s'enlever la vie donc souffrent d'un trouble de santé mentale. Cela dit, ce n'est pas toutes les personnes qui souffrent de santé mentale qui se suicident, mais bon, c'était vraiment dans cette optique de conscientiser. Ensuite, il y a eu différents comités qui ont été mis en place, donc autant au niveau fédéral que provincial, pour se pencher sur cette question-là. Il y a eu des rapports qui ont été émis, des recommandations. Pas toujours facile comme sujet, et justement les experts qui ne s'entendent pas totalement sur les conclusions à amener là-dedans. Mais bref, tout ça pour dire que le projet que je vous présente, qui est un petit projet qui s'est un petit peu infiltré à travers ces étapes-là ou ces contextes-là, qui est arrivé avant l'affaire Truchon. Donc, c'est un petit projet qu'on a fait auprès des intervenants en prévention du suicide pour connaître leur perception, justement, de leurs attitudes par rapport à l'aide médicale à mourir. Donc, excusez-moi, j'ai pesé sur le mauvais.
Donc, brièvement, au niveau de la recension de la littérature, ce qu'on voyait, c'est qu'il y a très peu d'études qui ont été réalisées auprès d'intervenants en prévention du suicide sur la question de l'aide médicale à mourir, sachant entre autres que ces personnes sont amenées à intervenir quotidiennement auprès de personnes qui disent vouloir mourir, donc mettre fin à leur jour. Donc, il y a vraiment ce débat aussi entre est-ce que il y a un lien entre l'aide médicale à mourir et le suicide, et si oui, lequel? Mais ça, c'est une autre question que ce que je veux vous aborder aujourd'hui. Donc, ce qu'on voyait aussi de la littérature, c'est que les gens, en général, qui sont les plus proches des personnes qui sont concernés par la question, disons, de l'aide médicale à mourir, souvent ces personnes-là vont être moins favorables à l'euthanasie. Par exemple, la population en général va être plus favorable que des proches, ensuite que des patients et finalement les professionnels de la santé. Et quand on regarde même à l'intérieur même des professionnels de la santé, ceux qui sont plus proches de ceux, par exemple, qui vont décéder, donc plus en lien avec l'idée de l'aide médicale à mourir au départ. Donc, ce sont souvent les personnes qui sont les moins favorables. Alors, on voit qu'il y a, selon les personnes interviewées, une différence, mais aussi une différence selon la condition du patient. Donc, pour le projet, ce qui est important aussi de tenir compte, c'était de la formulation des questions, sachant que il y a beaucoup de confusion dans la population auprès même des professionnels de la santé sur ce qu'est réellement l'aide médicale à mourir. Et donc, de développer des questions qui sont neutres, qui n'est pas toujours évident dans les enquêtes sur les attitudes. Alors, l'objectif de la présentation, parce que ce n'était pas que là-dessus le projet de recherche, mais c'est ce sur quoi je veux mettre l'accent aujourd'hui. Donc, examiner les attitudes envers l'aide médicale à mourir dans le contexte d'un trouble mental, comparativement au contexte de maladies graves et incurables, donc MGI, maladies graves incurables, et identifier les facteurs associés. Donc, on a réalisé une étude transversale. Donc, les participants étaient des intervenants en prévention du suicide qui travaillent dans les centres de prévention à travers le Québec. Donc, tous les centres de prévention ont été visés. Et comment est-ce qu'on a choisi les participants? C'est par le biais, en fait, de listes de distribution des intervenants qui ont suivi une formation, la formation provinciale pour travailler dans les centres de prévention. On est parti de cette liste-là et on a fait donc un appel à tous. Donc, il y avait environ là, 300 intervenants qui ont été sollicités. On a aussi recruté en mettant des affiches dans les centres de prévention du suicide, puis on a fait un pré-test du questionnaire qui a été administré en ligne. Donc, juste pour vous montrer, donc c'était des vignettes. Donc, la première vignette, une personne atteinte d'une maladie grave et incurable demande à son médecin de mettre fin à ses souffrances et de causer sa mort en lui donnant une injection létale de médicaments. Le médecin accepte et cause sa mort. Donc, très important d'utiliser un descriptif avec l'acte plutôt que d'utiliser des termes comme aide médicale à mourir ou euthanasie. Et donc, la personne devait répondre, selon moi, la situation est tout à fait acceptable, plutôt inacceptable, etc. Et on reprenait la même formulation en changeant la condition du patient. Donc, pour vous montrer les résultats qu'on a obtenus, donc, de façon générale, donc, ce qui est en bleu, c'est les réponses par rapport à la maladie grave et incurable. Donc, la majorité des intervenants en prévention du suicide considèrent qu'il est acceptable d'accéder à la demande du patient dans un cadre de maladie grave et incurable, mais ils sont majoritairement en défaveur ou considèrent que c'est inacceptable dans le cas d'un trouble mental uniquement. Donc, ici, vous regardez juste à côté, quand on fait une distinction entre la gradation d'acceptable à acceptable, donc pour le trouble mental, on voit que c'est vraiment tout à fait inacceptable pour eux
d'accéder à une demande d'aide médicale à mourir dans le cas d'un trouble mental. Pardon, je m'excuse. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé ceux qui conservent la même attitude selon la condition, donc selon que le patient a une maladie grave et incurable, et qui gardent la même attitude pour le trouble mental versus ceux qui considèrent que c'est acceptable dans le cadre d'une maladie grave et incurable, mais inacceptable pour un trouble mental. Donc, on voit que ceux qui changent selon la condition du patient, donc d'acceptable dans le cadre de maladie grave à inacceptable à trouble mental, c'est ceux qui constituent la plus grande proportion, là, à 51%, suivi de 42% de ceux qui considèrent que les deux conditions sont inacceptables et 7% qui considèrent que les deux sont acceptables. Okay? Et là, on a regardé quels facteurs pouvaient être associés à ce changement d'attitude. Et en fait, ce qui ressort en tenant compte d'un ensemble de facteurs sociodémographiques, bon, le sexe, l'âge, la scolarité, l'affiliation religieuse. Donc, aucune des caractéristiques sociodémographiques ne permettait d'expliquer cette différence au niveau des attitudes. Par contre, sur la question de la perception de la souffrance, donc c'est vraiment le facteur qui était le plus associé à un changement d'attitude. Donc, ceux qui croyaient que justement, on pouvait... donc, la question, en fait, il faut le remettre en contexte, c'est est-ce que, selon vous, on peut soulager les souffrances d'une personne qui est atteinte d'une maladie grave et incurable et qui demande une aide pour mourir? Donc, c'était vraiment dans le contexte de maladie grave et incurable. Donc, ceux qui disaient que oui, souvent et toujours, on peut changer, on peut soulager les souffrances. Donc, ces personnes-là étaient plus nombreuses à ne pas changer d'opinion, donc à garder leur opinion comme quoi, peu importe la condition, nous, on considère que c'est inacceptable parce qu'on pense qu'on peut changer les souffrances, peu importe. Okay? Et ceux qui, justement, pensent qu'on ne peut pas changer ou modifier les souffrances d'une personne en fin de vie, qu'on ne peut pas les soulager, bien, ceux-ci, donc, vont être plus fréquemment changés d'opinion, donc penser que, oui, on peut accéder à une demande d'aide médicale à mourir dans le cadre de maladies graves et incurables, mais pas dans le contexte de trouble mental. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que, bien, d'une part, c'est quand même des intervenants qui sont habitués à travailler avec des personnes qui ont un trouble de santé mentale. Donc, c'est quelque chose qui est connu pour eux, tandis que le contexte là, de maladies graves et incurables, ce n'est pas nécessairement leur contexte quotidien d'intervention. Sauf ce qui est important aussi, parce que là, on ne le voit pas ici, c'est pas, comment dire, c'est pas statistiquement significatif, mais on voit quand même que c'est pas loin au niveau de l'expérience professionnelle et de l'expérience avec les proches. Donc, ceux qui ont déjà vécu professionnellement, donc d'avoir quelqu'un qui les appelle au centre d'intervention de suicide et qui dit qu'il veut mettre fin à ses jours et qu'il est atteint d'une maladie grave et incurable. Donc, on voit que ces personnes-là, en tout cas, il semble y avoir quelque chose là, qui est présent, et donc ces personnes-là sont plus nombreuses aussi à changer d'opinion selon la condition là, du patient. Alors, même chose là, pour l'expérience avec les proches. Donc, excuse-moi juste au niveau du timing, 2 minutes?
OK, parfait. Donc, en fait, l'objectif, c'était plus, comme je disais tout à l'heure, vraiment d'aborder un peu un début de réflexion justement sur les personnes qui peuvent être interpellées à un moment ou à un autre dans le cadre de leur travail, même si ce n'est pas leur visée première. Et au contraire, donc ici, les intervenants en prévention du suicide sont justement formés pour donner de l'espoir et pour garder les personnes en vie. Donc là, il y a comme quelque chose d'un petit peu contradictoire. Mais bref, donc ce serait intéressant d'aller au-delà de cette population-là, puis d'aller voir auprès d'autres groupes, par exemple, même auprès de populations, là, des personnes elles-mêmes qui ont un trouble mental, donc de voir comment est-ce qu'elles perçoivent cette possibilité-là. Aussi de ceux vraiment qui sont impliqués là, au quotidien, peut-être pas au quotidien, mais plus fréquemment dans l'évaluation et la pratique là, de l'aide médicale à mourir. Puis, je veux quand même dire que ce projet-là, l'objectif premier n'était pas de mesurer ça, c'était plus de voir avec différents types de situations, les différents types de conditions, mais c'était quand même intéressant de voir comment est-ce que il y avait quand même une cristallisation là, au niveau de cette condition-là du trouble mental qui, pour eux, était totalement inacceptable. Alors, voilà. Et pour les suites, aussi, le dernier rapport qui a été soumis là, au niveau fédéral, qui disait vraiment les éléments de réflexion là, par rapport à l'aide médicale à mourir pour les personnes atteintes d'un trouble de santé mentale. Donc, c'est la question d'une part de l'incurabilité de la condition et de l'irréversibilité aussi de la condition, qui est importante de tenir compte, notamment aussi de la souffrance, la capacité de la personne à faire une demande, la question des tendances suicidaires, mais aussi de vulnérabilité structurelle. Donc, voilà. Je veux remercier deux personnes qui travaillent à l'Association québécoise de prévention du suicide qui nous ont aidés pour avoir accès aux listes, recrutement, tout ça. Les participants, les directeurs de centres de prévention et mes merveilleuses assistantes là, qui ont travaillé avec moi et grâce au financement de la Faculté des sciences de la santé. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. On est un petit peu en retard sur notre horaire, mais je vais prendre une intervention. C'est possible d'aller au micro parce qu'il y a des gens en ligne pour qui comprennent. Moi, c'est juste une petite question, peut-être complètement bête, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas, peut-être que je me trompe complètement, qu'on n'a pas tenu compte de la souffrance de personnes qui ont un trouble mental dans tout ça. Parce qu'on dit, bon, si tu as une maladie incurable, je veux dire, c'est toujours pareil, l'histoire de l'évaluation de cette souffrance. C'est pas parce qu'on a un trouble mental qu'on souffre pas ou qu'on souffre moins. Donc, est-ce qu'on ne peut pas prendre ça en compte pour l'aide médicale à mourir et même la personne qui le demande aussi? Enfin, je m'exprime mal, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je comprends tout à fait votre question puis votre préoccupation. Puis en fait, je pense que ça amène vraiment l'idée de, en fait, avec la présentation qui a été faite au préalable sur la question de la souffrance. Comment est-ce qu'on considère puis qu'on évalue la souffrance de l'autre? Puis en santé mentale, c'est vraiment un des éléments qui est très difficile de pouvoir justement évaluer. Et qui on est, c'est ça, pour pouvoir évaluer, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Donc, d'où l'importance, je pense, d'outiller quand même, parce que c'est de voir jusqu'à quel point on peut dire que la situation, par exemple, la souffrance, elle est présente. La souffrance, il faut s'en occuper. Mais c'est comment est-ce qu'on prend soin de cette souffrance-là? C'est plus à ce titre-là, je pense que les réflexions doivent se faire. Merci. Merci.
Merci. J'invite tous les gens, si vous voulez poser des questions à Isabelle, elle sera là et à la pause. Gênez-vous pas. Donc, on va y aller avec des présentations étudiantes. Nous, on aime beaucoup nos étudiants au RQSPAL. Ils font des choses géniales. Et puis, tu peux t'en venir tout de suite. Donc, on va avoir des présentations de 10 minutes. Il n'y aura pas de questions étant donné qu'on veut laisser la place le plus possible aux étudiants. Mais par la suite, encore une fois, je vais vous inviter à aller les rencontrer et puis poser des questions. Donc, la première aujourd'hui qu'on a, c'est Catherine Perron. Catherine, elle a fait elle l'a fait. T'as-tu déposé? Oh, j'essaie, OK. J'allais dire, elle a terminé son doctorat, mais c'est sur le point. Tu étais avec Marie-Ève Boutier et Éric Racine, exact. Donc, à la faculté de sciences biomédicales éthique clinique de l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, elle va nous présenter sa présentation, en fait, sur la recherche mixte sur les groupes interdisciplinaires de soutien, c'est les GIS, à l'aide médicale à mourir, analyse des pratiques prometteuses et recommandations sur leur implantation. Merci, Catherine. À main levée, est-ce qu'il y a des gens ici qui savent ce qu'est un GIS? Oh, quand même. Donc, on part à quelque part. Mais en fait, pour ceux qui ne sont pas au courant, donc les groupes interdisciplinaires de soutien ont été implantés au Québec en même temps que la loi sur les soins de fin de vie. Et leur mandat initial, un très gros mandat, dans chacun des établissements, ils devaient se constituer afin de soutenir les dirigeants des établissements, mais aussi et surtout les soignants dans la pratique clinico-administrative, mais aussi au plan éthique et légal de la pratique de l'aide médicale à mourir. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que les GIS se sont constitués de façon très, très différente. Ils ont des pratiques très différentes. Et mon mandat, c'était d'aller identifier quelles sont les pratiques pour en extraire finalement les pratiques qui ont un potentiel d'être prometteuses pour l'ensemble des établissements. Alors, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je souhaite, à la fin de ma présentation, que vous soyez en mesure d'identifier donc quelles sont les pratiques prometteuses qui pourraient s'appliquer peut-être dans vos établissements si vous y travaillez, d'identifier les forces et les défis des différents GIS à travers le Québec aussi. Alors, les compétences, collaboration, leadership, promotion de la santé, érudition. Et donc, je vous présente la méthodologie. C'est un gros projet qui a été d'ailleurs financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, aussi par la CAMAP, donc qui est l'Association canadienne là, au niveau de l'aide médicale à mourir. Donc, c'est une recherche qui a eu cours tout au long de l'année 2021. Donc, d'abord, j'ai fait passer un questionnaire mixte en ligne et j'ai réussi à rejoindre 341 personnes québécoises impliquées dans la pratique de l'aide médicale à mourir. Donc, on avait des médecins, des gestionnaires, des infirmières, travailleurs sociaux, pharmaciens, etc. Et donc, on les a questionnés en somme sur leur connaissance sur les GIS, sur les pratiques des GIS. En phase 2, donc, j'ai rencontré en entretien semi-dirigé 59 personnes afin de préciser donc la première phase, aller plus en profondeur. Et à ce moment-là, je rencontrais les coordonnateurs des GIS ainsi que des représentants des maisons de soins palliatifs, compte tenu que plusieurs se sont inscrits dans cette pratique-là ou seront peut-être sommés de le faire éventuellement. Et en phase 3, eh bien, j'ai validé avec les participants, toujours les coordonnateurs des GIS et les représentants des maisons de soins palliatifs, toutes les données, finalement, ce qui ressortait de la recherche comme une pratique prometteuse pour valider avec eux, est-ce que ça s'inscrit, voilà, comme pratique prometteuse pour vous. Alors, effrayant, ce qui est ressorti de ça, là, c'est très lourd, mais on va y aller, je vais vous en présenter quelques-unes. Donc, j'ai fait ressortir 30 pratiques prometteuses et 9 sous-pratiques que j'ai réussi à distribuer, j'ai réussi à leur attribuer en fait un niveau de recommandation. Vous voyez mon échelle de couleurs là, de vert Granny Smith, disons, jusqu'à rouge Cortland. Donc, vous voyez, en fonction de l'approbation des participants à chacune des pratiques, vous voyez qu'il y en a une seule là, qui est dans le rouge et c'est celle de la centralisation de tous les GIS en un seul GIS au Québec, comme on retrouve ailleurs dans le monde, donc par exemple en Belgique, aux Pays-Bas, mais aussi en Alberta, il y a une seule structure qui qui coordonne toutes les demandes d'aide médicale à mourir dans l'État, la juridiction, la province. Mais ici, les participants étaient très défavorables à cette pratique-là parce qu'il y avait vraiment une perte de proximité et une déresponsabilisation des
soignants. Mais parmi les pratiques auxquelles je veux attirer votre attention, en fait, c'est que les différents GIS se sont implantés dans différentes directions des établissements. Et la direction championne, si je puis dire, c'est la direction des services professionnels où on retrouve les médecins, finalement. Quand les GIS se sont constitués dans la direction des médecins, bien, c'est plus facile d'aller sensibiliser les médecins à s'impliquer dans cette pratique-là puis à soutenir leurs pairs. C'est plus facile aussi de communiquer l'information sur l'aide médicale à mourir du ministère à tout le terrain, finalement. Impliquer un avocat dans les GIS. Et ce qui est frappant, c'est que parmi les membres, les personnes, les participants à ma recherche, il n'y avait aucun avocat, aucun membre du contentieux. Parallèlement à ça, les participants me mentionnent combien ils ont de la difficulté à répondre à ces questions-là médico-légales et peu de GIS comptent parmi leurs membres des avocats. Alors, c'est une pratique quand même à considérer que j'ai mis en jaune parce que, en fonction du contexte, en fonction des participants, mais c'est tout de même à considérer pour les différents établissements. De la même façon, d'intégrer dans les GIS les partenaires de la communauté, comme des proches patients partenaires, mais aussi les maisons de soins palliatifs, c'est une pratique qui est à considérer. Déployer les ressources nécessaires pour que les GIS soient en mesure de mener à bien leur mandat. Je vous l'ai dit tantôt, c'est un très gros mandat. Ils n'ont actuellement aucune ressource pour mener à bien ce mandat-là. Donc, c'est un petit message finalement au ministère là, que je lançais ici. C'est intéressant parce que les GIS, ça fait partie de leur mandat, l'interdisciplinarité, mais les participants, ce qu'ils nous disent, c'est que dans les faits, la pratique de l'aide médicale à mourir, elle repose sur les épaules presque uniquement des médecins. S'il y a un coup près qui tombe, il tombe sur leur tête à eux. C'est ce que les participants me partageaient. Et donc, l'idée de l'interdisciplinarité, son application, son non-opérationnalisation, finalement, elle est plus complexe que l'intention, finalement, qu'on avait de l'interdisciplinarité des GIS. Dernière pratique que je veux vous présenter, je vais vous passer tout de suite à la prochaine diapositive. Hey! Le bouton fonctionne. Ah oui, ça fonctionne. OK. Alors, j'ai tenté d'illustrer toutes les structures auxquelles pouvaient s'adresser les GIS, les médecins puis les soignants qui sont impliqués dans la pratique. Puis, vous voyez les liens là, qui sont entre eux. Donc, en somme, vous voyez, à gauche, il y a les 3 communautés de pratique qu'on retrouve au Québec et au Canada. Il y a des liens qui sont à formaliser entre eux. En haut, on a la Commission sur les soins de fin de vie, le ministère et le Collège des médecins du Québec. Et ça, ces 3 instances-là étaient présentées par les participants comme un monstre à 3 têtes ou encore comme le triumvirat de l'aide médicale à mourir. Et donc, les participants, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on ne trouve aucun endroit, aucune structure centralisée validée où on peut trouver une seule information qui est cohérente entre toutes les instances. Donc, ça, c'était vraiment, même si les GIS ne veulent pas se centraliser, ils ont besoin d'une structure où on va pouvoir trouver une information qui est juste pour pouvoir bien faire leur mandat de soutien. Tu l'as dit, François, moi, je fais un doctorat en éthique clinique que je tente de terminer. Et donc, moi, je travaille à partir des valeurs. Et j'ai réussi à distribuer les GIS. Vous voyez chaque vire-vent, parce qu'on souhaite que les pratiques des GIS puissent circuler d'un GIS à l'autre. Mais j'ai réussi à les distribuer sur ce que j'ai appelé le continuum des GIS. Et à gauche, complètement, on a les GIS qui sont vraiment dans la responsabilisation des équipes et qui disent, nous, on s'implique le moins possible. C'est vraiment aux médecins, s'ils ne souhaitent pas s'impliquer dans l'aide médicale à mourir, de trouver un autre médecin pour s'impliquer. Alors, c'est plus des GIS en retrait, je dirais, alors qu'à droite, on a des GIS qui prennent en charge les demandes d'aide médicale à mourir. Donc, souvent, ils ont fait un guichet d'accès à l'aide médicale à mourir. Le risque, là, ben voilà, c'est la déresponsabilisation des équipes. Et leur discours par rapport à la loi et leur interprétation est très différente. Et les participants, ce qu'ils nous disent, en fait, c'est que la pratique prometteuse, elle se retrouve au milieu, elle se retrouve au centre. Il y a un participant qui disait, moi, je vais accompagner les équipes tout au long de la démarche, c'est certain, mais je ne ferai jamais à leur place. Donc, vraiment, d'essayer de se recentrer le plus possible, toujours dans la pratique de soutien. Et je termine avec, finalement, la proposition d'une coordination éthique des demandes d'aide médicale à mourir entre la responsabilisation et la prise en charge. On retrouve la pratique de soutien.
Mais dans la responsabilisation, on est plus dans une généralisation, donc on essaie de sensibiliser tout le monde à la pratique, mais jusqu'où ça va? Donc actuellement, dans des pratiques de certains établissements, on demande aux médecins qui manifestent une objection de conscience de s'impliquer jusqu'à la 2e évaluation de l'aide médicale à mourir. On dit, vous pouvez vous impliquer, vous pouvez manifester votre objection de conscience, mais vous devez, à tout le moins, faire l'évaluation du patient, vous impliquer à titre de 2e évaluateur. Donc là, est-ce qu'on est trop d'un bout du spectre? Et au niveau de la prise en charge, bien là, on est vraiment dans la spécialisation de certaines personnes, et donc on va reposer sur un petit nombre de personnes, je dirais. Et donc, il y a certains risques associés à cette idée d'avoir éventuellement des cliniques spécialisées à l'aide médicale à mourir. Et bien, ce qu'on propose, en fait, c'est l'intégration. Le bouton, je te le dis, il est fatigué. Ah, je l'ai eu. Oh, regarde, je suis passée tout droit. Hey, moi, là, je ne voudrais pas. Hey, regarde, je suis partie au début. Alors, nous proposons l'intégration des modèles, finalement. Vous l'avez compris. Mais surtout, hey, c'est toi qui as fait ça? Donc, responsabilisation, prise en charge, mais surtout, je l'ai mentionné tantôt, le partage entre les GIS, entre leurs pratiques. Actuellement, là, il y a des perles de pratiques qui demeurent prisonnières de chacun des établissements. Donc, on encourage vraiment à partager les pratiques entre les GIS. Et c'est ce sur quoi je m'affairerai dans les prochaines... J'ai terminé, François. Dans les prochaines années. Voilà. Merci. Merci, Catherine. Toujours autant dynamique. On aime ça comme ça. Prochain étudiant, vous l'avez peut-être entendu ce matin, il était parmi nous. C'est David Lavoie qui fait son doctorat à la Faculté des sciences humaines au département de psychologie à l'UQAM sous la direction de Valérie Bourgeois-Guérin. Et il va nous entretenir sur les expériences d'infirmières en contexte d'aide médicale à mourir, une recherche qualitative. Sans plus tarder, je te cède la parole. Yes, merci. Donc, merci encore, François, pour l'organisation de cette journée. Je pensais que j'avais 30 minutes, donc je vais essayer de couper. Sans blague, quand j'ai soumis le résumé, je pensais que c'était 30 minutes, donc ceux qui ont lu le résumé, ce ne sera pas ça. Donc, j'ai ciblé certains éléments pour la présentation d'aujourd'hui. Toujours pas de conflit d'intérêt. Je remercie encore le financement du RQSPER pour cette journée. Pour ce qui est des objectifs d'apprentissage, ben, c'est ma question de recherche. En fait, c'est d'écrire et mieux comprendre l'expérience des infirmières en contexte d'aide médicale à mourir. Ici, je vais avoir ciblé certains éléments plus particuliers. Donc, un peu dans la même lignée que les autres, c'est favoriser la communication, la collaboration et solliciter potentiellement des leaders en contexte d'aide médicale à mourir. Un terme que j'ai entendu là, dans ma recherche. Et vu que la session, c'est déjà bien orienté pour ce qui est des critères de ce en quoi consiste l'aide médicale à mourir, je vais pouvoir passer assez vite ici. Peut-être que je mentionnerai rapidement que pointer le fait que l'aide médicale à mourir, c'est clairement un soin qui est évolutif dans le temps. Là. Depuis la légalisation, ça a beaucoup changé et c'est en voie de s'élargir davantage à d'autres clientèles ou patientèles. Et moi, les participantes que j'ai rencontrées dans le cadre de ma thèse, c'était avant le retrait du critère de fin de vie ou de mort raisonnablement prévisible. Alors, dans ma thèse, j'ai utilisé disons, trois lunettes qualitatives pour explorer le phénomène qui m'intéressait. Les 3 angles, c'était d'abord une métasynthèse qualitative, l'analyse thématique d'entrevues réalisées avec 8 infirmières en 2019-2020, et après une lecture plus phénoménologique existentielle. Et bon, pour ce qui est de la métasynthèse, je m'intéressais surtout à c'était quoi qui influençait l'expérience des infirmières dans le contexte d'aide médicale à mourir canadien. Donc, ça portait sur les 5 premières années de la légalisation. 9 articles ont été recensés et c'est le seul bassin de mon échantillon de résultats qui comportait des infirmières qui refusaient aussi de participer. Donc, qui avaient partagé leur expérience dans ces articles-là.
Et pour mon analyse thématique et plus phénoménologique, je m'intéressais plus particulièrement à l'expérience de la mort et des limites et les manières de transcender, si on veut, ces limites dans ce contexte-là. Et c'était des infirmières qui acceptaient de participer à ce soin. Donc, au cours des entretiens, les infirmières exprimaient leur expérience de l'aide médicale à mourir et de la mort en général selon différents moments de leur parcours. Donc, quand ils parlaient de l'aide médicale à mourir, ce n'était pas juste le soin en tant que tel. Aux côtés d'une expérience, aux côtés d'un temps vécu de façon plus linéaire, là, partant d'avant la légalisation jusqu'à leur anticipation future, les infirmières présentaient aussi l'expérience d'un temps plus circulaire ou même, je dirais, en spirale ascendante, dans le sens qu'elles repasseraient plusieurs fois à travers ces différents temps de l'expérience de l'aide médicale à mourir, de façon, si on veut, évolutive ou en bâtissant sur leur expérience précédente qu'elles ont vécue dans ce contexte-là et par rapport à la mort en général au préalable, avant la légalisation. Donc, ce n'est pas un terrain neutre au départ. Donc, elles décrivent d'abord comment, avant l'arrivée de la loi, leur expérience, leur histoire avec le mourir, leurs valeurs, etc., peuvent teinter leur expérience de la mort et de l'accompagnement. Ensuite, comment elles avaient, à partir de ces valeurs-là, différentes manières de recevoir et d'anticiper, de recevoir l'arrivée de la loi et d'anticiper la potentielle participation en temps 2. Et le temps 3, si on veut, les 2 premiers points avaient, selon elles, un impact sur la manière de vivre le temps 3, c'est-à-dire celui de la participation à l'aide médicale à mourir comme telle. Et rapidement, là, dans mes entretiens et quand j'ai commencé à me frotter à ce processus-là, justement, il est devenu assez clair que l'expérience de l'aide médicale à mourir ne se limite pas à l'intervention en tant que telle, du moment létal, si on veut, mais c'est vraiment un processus qui s'inscrit dans le temps, qui part d'une demande de mort d'un patient, en passant par la planification du scénario de fin de vie, comment la personne désire mourir, avec l'accompagnement des patients jusqu'aux soins post-mortem, voire jusqu'à un peu plus tard le soir chez soi. Donc, au terme de chaque cycle, si on veut, de confrontation, le temps 4, les infirmières se repositionnaient en ayant des anticipations maintenant modulées par leur expérience de ces différents temps-là, qui venaient parfois modifier leurs valeurs et principes qu'elles avaient même au départ. Donc, j'en suis venu à comprendre que, voir un peu que chaque expérience, disons, micro-temporelle, si on veut, de chaque personne qu'on accompagne, disons, a le potentiel de changer l'expérience vécue et l'appréciation globale de la participation à ce type de soins, mais aussi l'expérience, si on veut, macro-temporelle du contexte en général de l'aide médicale à mourir. Donc, depuis la légalisation, à travers les diverses expériences qu'elles ont pu vivre, donc, peut influencer, évidemment, les participations futures, notamment dans des contextes cliniques et légaux qui sont appelés à se modifier. Ensuite, oui, c'est ça. Quand les infirmières décrivaient le processus de l'aide médicale à mourir, elles alternaient souvent entre ce qu'ils appelaient un rôle plus technique ou procédural et un autre plus humain ou relationnel. Les techniques et les protocoles sont essentiels au bon déroulement de l'aide médicale à mourir. En fait, c'est elles qui permettent l'aide médicale à mourir. Mais est-ce à dire qu'on doit faire un choix entre une posture plus technique, procédurale, ou une posture plus humaine? Selon les infirmières, non. Au contraire, ce qui est visé par les infirmières, c'est la conciliation des 2 postures réunies aux soins au sein de l'espace d'accompagnement et du mourir. Les infirmières qui travaillent en soins palliatifs à domicile, elles, mentionnent que c'est par l'espace relationnel, convivial, intime que la maison offre, qui rend possible, justement, ou qui aide en tout cas, à ce que la technique s'humanise et devienne humanisante. Mais chez les infirmières qui travaillent en milieu hospitalier aussi, une humanisation de l'espace du mourir se ferait aussi à l'hôpital, parfois par l'adaptation de l'espace matériel concret, donc de transformer une chambre en quelque chose de plus convivial, intime,
mais aussi et surtout par l'adoption d'une posture hospitalière d'accueil, un peu comme on le ferait dans une maison. Une posture hospitalière dans laquelle on respecte l'autre, et ça, c'est un peu les termes qu'elles utilisaient là, ici dans la posture, c'est dans laquelle on respecte l'autre, on l'écoute, on l'aide, on le soutient, et on apprend de cette rencontre humaine. Cette posture d'accueil, qui est aussi, si on veut, une présence humaine, c'est un peu comme le cadeau d'hôte que les infirmières offrent aux patients qu'elles visitent. En écoutant les infirmières, il est devenu assez clair pour moi que soigner, c'est toujours offrir quelque chose. Je vais passer rapidement, mais c'est d'ailleurs quand le contexte spatio-temporel de l'aide médicale à mourir ne permettrait pas d'adopter une posture humaine qui est en cohérence avec les valeurs que l'infirmière a, que les infirmières ressentiraient davantage de souffrance. Par exemple, lorsque justement un conflit de valeurs, conflits familiaux ou interprofessionnels, ou qu'il est impossible d'être en relation avec les patients, soit par un parachutage dans un suivi qu'on ne connaît pas, ou lorsqu'il y aurait des complications médicales avant l'aide médicale à mourir. Ce qui soulagerait serait justement un peu l'inverse, mais je vais devoir passer un peu plus vite. Sinon, à partir de la métasynthèse, simplement pour pointer que dans le fond, on peut voir que les facteurs qu'elles ont qualitativement rapportés, là, je ne les ai pas mesurés, et qui influenceraient leur confort ou inconfort à la participation, iraient bien au-delà du fait d'être pour ou d'être contre. Donc, il y a le facteur temporel, comme je l'ai surtout exploré, les facteurs individuels comme les valeurs, des facteurs externes à l'environnement professionnel comme la communauté et internes à l'environnement professionnel comme la qualité des relations et de la communication interprofessionnelle. Et donc, en résumé, on ne voit pas très bien, en fait, que dans le milieu, mais ce qu'il y a à l'intérieur du plan de la maison, c'est justement les facteurs que je viens énumérer. Donc, à partir du récit des infirmières rencontrées, de la recension du contexte, j'ai repris l'image de la maison amenée par les infirmières en soins palliatifs à domicile pour construire la métaphore, dans le fond, de l'expérience vécue. Donc, la temporalité de l'aide médicale à mourir est ici représentée par la marche autour, les pointillés qu'on a vus tout au long, évoquant le cheminement que m'ont rapporté pratiquement toutes les infirmières. Les facteurs influençant l'expérience des infirmières sont quant à elles représentés par le contenu des différentes pièces plus reculées, si on veut, de la maison, qui viennent influencer comme par derrière comment la visite et l'accueil des patients va se dérouler. Puis, sur le seuil de la maison, le seuil, en fait, il représenterait l'espace d'accueil où se vit concrètement la rencontre de l'autre et où les infirmières en viennent à construire avec les autres leur propre histoire expérientielle, des postures éthiques qui leur conviennent selon la situation. Donc, ces postures sont des manières d'être, si on veut, qui correspondent à ce que la situation, selon leur expérience et celle des autres présentes, ont besoin. Donc, pour les infirmières que j'ai rencontrées, ces différentes manières d'être ou postures éthiques étaient d'être disponible à l'altérité, offrir son empathie sans s'oublier et surtout d'être présente. Et donc voilà, je concluais simplement en soulignant que toutes les études recensées avaient souligné le besoin, le manque et le besoin d'espace de communication pour justement parler de leur expérience et potentiellement développer des postures éthiques et comme ça. Merci beaucoup. Génial. Merci. Merci infiniment, David. Écoutez, on va déborder de 4-5 minutes, si ça ne vous dérange pas trop. On a une dernière, c'est Vanessa Bergeron qui va nous parler aujourd'hui. C'est le groupe, en fait, Vanessa va nous parler du groupe de co-développement comme approche d'intervention pour les travailleurs sociaux, œuvrant avec une clientèle demandant l'aide médicale à mourir. Donc, j'inviterai Vanessa à venir en avant. Est-ce qu'elle est là? Je l'avais vue ce matin. Et Vanessa n'est pas là. Bon, ben, ça, on va finir ça là. Je ne peux pas la téléporter. Tu veux continuer? Il te reste 5 minutes, non? Ben, en fait, on va prendre... Je ne sais pas s'il y aurait des gens, on a 3-4 minutes encore. Y a-t-il des gens qui auraient des questions pour Catherine et pour David? Si vous voulez revenir, Catherine, David,
Non, ça vous tente pas? OK. Mais si il y a des gens qui ont des questions. Oh. Oui, pour les gens en ligne, toujours mieux pour entendre. Très bon travail. Bon, il y a une chose que je n'ai pas compris. Si tu peux me le réexpliquer sur la question de l'interprétation de la loi ou l'interprétation du rôle que la GIS, le GIS avait. Oui. Alors, donc, les GIS qui sont plus dans la responsabilisation s'accrochent au code de déontologie. L'article 24 dit un médecin doit assurer la continuité des soins auprès de ses usagers et il doit assurer, ben c'est ça, puis la loi dit à peu près l'équivalent, mais la loi dit à l'article 50, donc les GIS qui sont dans la prise en charge, la loi, ce qu'elle dit, c'est le médecin qui éprouve une objection de conscience, c'est pas comme ça, là. Oui, celui qui veut pas L'AMM personne. n'est pas pour ses convictions personnelles, doit s'adresser au directeur de l'établissement pour trouver quelqu'un d'autre. Donc, là, il y a cette tension-là et cette compréhension-là. Et les participants, lorsqu'ils s'adressaient à moi, vraiment, c'était très clair que leur interprétation de la loi avait modelé comment ils ont constitué leur modèle de soutien. Est-ce que c'est plus clair? Oui, je comprends. Là, je comprends ce que vous voulez dire. Non, c'est juste c'est ça. Dans la loi, c'est clair du côté du médecin. Je peux comprendre maintenant pourquoi les gestes peuvent être perdus. C'est juste un détail, c'est que l'objection de conscience, ça n'a pas juste des implications entre le médecin et un des patients. Ça a une implication très importante aussi sur le fait que s'il y a des médecins avec l'objection de conscience, ils vont se retirer des soins aux personnes en fin de vie. Ça, il ne faut pas oublier ça. De l'ensemble, vous voulez dire. Oui. Je veux dire, si un médecin, un interniste, pour prendre un exemple, là, lui, il va commencer à se retirer de soigner des gens qui sont plus malades. Donc, il n'y a pas juste le fait de protéger les malades qui veulent, mais il y a ceux qui vont perdre des soins. C'est juste pour dire que c'est très complexe. Puis qu'il n'y a pas le médecin uniquement non plus, les infirmiers, les travailleurs sociaux, donc Non, c'est ça. Oui, je Il y a comprends beaucoup de très bien. dimensions. Oui, Et... puis il y a une certaine confusion. En fait, peut-être que l'objection de conscience, dans certains cas, ce qui était soulevé aussi, c'est est-ce que c'est utilisé, est-ce que c'est surutilisé, le motif de l'objection de conscience, alors qu'on est davantage dans une mécompréhension de la loi, un manque de temps, etc. Ça ressortait... oui, je me rappelle. J'en ai parlé beaucoup. Merci. C'est bon. Ou juste pour Oui, un commentaire pour... très, très bien. Hein? J'ai beaucoup apprécié ton travail. Non, j'ai pas de questions. Juste pour dire, j'ai beaucoup apprécié, puis ça m'a... Non, vas-y pas. Non. Bonjour, mon nom est Achille Volpi, je suis acupuncteur dans une maison de soins palliatifs et je rebondis un peu sur ce qui a été dit. Dans le cadre de ma pratique, j'ai eu un cas particulier où est-ce que j'ai accompagné une patiente qui avait clairement un désir de prendre l'aide médicale à mourir. Elle est dans une situation clinique vraiment particulière et le GIS qui a évalué sa candidature, etc., lui a refusé en fait je pense, 1 ou 2 reprises. Puis, selon, de mon point de vue personnel, c'est un problème. Puis là, j'entends qu'il y aurait, dans un continuum des GIS, certains qui pourraient accompagner plus que d'autres. Fait que moi, en tant que clinicien pratico-pratique et pragmatique, je suis comme, OK, c'est lesquels ces GIS-là à quels je peux référer ma patiente et qu'elle ne tombe pas sûrement dans... Voilà. Bien, c'est une belle question. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le travail des GIS comme tel d'évaluer, hein, c'est vraiment le travail des médecins. Le travail des GIS, c'est de soutenir les médecins et les autres soignants dans ce travail-là. Absolument. Et je sais qu'il y a certains médecins qui sont heurtés justement du fait que les GIS sont peut-être trop interventionnistes finalement, mais on pourra se reparler. Donc, mais en fait, leur travail est vraiment supposé être au niveau du soutien, sinon soutien dans les cas complexes, guider, accompagner, mais ne sont pas supposés prendre la décision. Non, bien sûr, ce n'était pas pour intervenir sur la décision, mais plutôt sur l'accompagnement. Oui, pour tout ce qui est formation, ouais. aussi, éducation. Ouais. Ouais. Merci. Aussi, si je peux me permettre aussi, les GIS, ils peuvent aussi soutenir la manière d'annoncer un refus. Parce que des fois, c'est d'emblée, le médecin pense que ça va être un refus, il va consulter le GIS, il se fait comme confirmer un peu par d'autres collègues que ouais, ça passe pas dans les critères de la loi.
Mais là, il y a des éthiciens aussi sur les comités de GIS, peut-être pas sur toutes, là, mais en tout cas sur certains d'entre eux, puis ils peuvent discuter de manière justement d'accompagner pour que ça ne soit pas reçu avec trop de détresse, parce que clairement, si elle a formulé une demande, ça ne va pas bien. Là, donc, c'est voir comment elle peut le rediriger et tout. Là. Donc, normalement, ils sont aussi là pour soutenir comment orienter les patients après. Merci infiniment. On se revoit à 4 heures. On va avoir d'autres excellentes présentations. Alors, merci. Merci aux étudiants.